Bienvenue à cette première de 3 séances où est-ce qu'on va parler d'apprentissage transformationnel par le numérique. Et mon objectif, je vais vous montrer le plan, mais je ne vais pas vous effrayer avec tout ça. Ce n'est pas du tout comme la première fois qu'on s'est rencontrés ou la deuxième fois. C'est quelque chose de plus interactif. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et le but, c'est d'essayer de réfléchir collectivement pour voir est-ce que ça peut s'intégrer dans votre pratique. La plupart ici, vous êtes en tout cas enseignants, vous travaillez déjà à la cité, mais donc est-ce que ça peut s'intégrer dans votre pratique, dans quel contexte? Peut-être que ça s'intègre en partie, peut-être que ça s'intègre plus, peut-être que finalement vous dites, ah ben moi dans mon domaine, là, c'est particulièrement intéressant. Et donc, première étape aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à mieux comprendre les facettes et l'étape de l'apprentissage transformationnel. Ça vient de quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Moi, je peux vous dire qu'actuellement, c'est quelque chose qui manque peut-être ou qui a peut-être manqué beaucoup à nos voisins du Sud, par exemple. L'idée de l'apprentissage transformationnel, c'est d'amener un peu les apprenants à changer leur perspective, à devenir plus critiques, puis à réfléchir, OK, comment j'ai appris ça comme ça? Pourquoi je pense ça? Et donc, on veut les amener à être de meilleurs apprenants. Et il y a eu plein de recherches autour de ça. Moi, je vais vous présenter une perspective sur l'apprentissage transformationnel. Il y a énormément de recherches. Il y en a qui vont vous présenter les 3 phases, l'autre les 4 phases. Moi, je présente ça en 7 phases, mais l'idée, une fois que vous avez compris le concept, vous verrez comment ça peut s'adapter. Donc, aujourd'hui, on parle un peu de ça, pas juste théorique, mais en partie pour qu'on comprenne bien c'est quoi. La prochaine fois, ça sera plus pratique. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, on a vu un peu c'était quoi, et là, on se voit dans peu de temps, dans quelques semaines, et là, on regarde comment ça peut s'intégrer. Puis je me dis, dans un sens, vous êtes chanceux, vous avez comme 1 heure obligée ou volontaire pour venir, puis vous tenter d'essayer quelque chose pour votre pratique avec vos étudiants et éventuellement, vers la fin, bien, j'espère que vous serez conscient des avantages de cette pratique. Et cette pratique-là, il ne faut pas en faire quelque chose qu'on veut faire tout le temps. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on peut faire par moment pour certains thèmes qui sont à aborder ou des choses comme ça. Juste très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, quelle discipline enseignez-vous à tour de rôle? Alors, monsieur. Production télévisuelle, montage. Production télévisuelle. OK. Décoration, design graphique. OK. Divers en architecture. Divers en architecture. Je ne suis pas prof, mais je suis au recrutement. OK, au recrutement. Technique des véhicules automobiles. Français. Français. Formation d'entreprise. Monsieur. Programmation. En informatique aussi. OK. Soins paramédicaux. Derrière. Assurance qualité. En santé. Biotechnologie. OK, donc très varié, là, on voit ça. On passe d'assurance qualité, décoration, en tout cas, on a de tout. Donc, on va regarder comment chacun peut retirer quelque chose de ça. Donc, l'apprentissage transformationnel, ça a été conçu, pensé au début par quelqu'un qui s'appelle Jacques Mézirow. La prononciation, on reviendra, est d'origine russe. Alors, à moins que vous parliez le russe, on va garder ça comme ça. Et c'est intéressant parce que ça amène à réfléchir à comment est-ce qu'on apprend. Puis là, il y a plusieurs conceptions de l'apprentissage et mon objectif, ce n'est pas de vous vendre une conception de l'apprentissage. L'idée, lui, il a réfléchi à comment est-ce qu'on apprend, puis en réfléchissant à ça, il s'est dit, il y a des personnes qui deviennent meilleures pour apprendre à apprendre, puis il y a des personnes qui deviennent meilleures pour évoluer dans leur apprentissage aussi. Et donc, si on transpose ça vers vos étudiants, est-ce qu'il y a des contextes où est-ce qu'on voudrait qu'ils deviennent meilleurs pour apprendre à apprendre, meilleurs pour évoluer dans leurs apprentissages? Parce que je suis certain que dans vos domaines, il y a des choses qui évoluent quand même. Dans le domaine médical, j'ai plusieurs exemples en tête où est-ce qu'on a des choses qui évoluent. Puis il y a des débats actuellement au Canada dans le domaine médical aussi. En automobile aussi, il y a des choses qui évoluent, puis peut-être qu'en programmation aussi, il y a des choses qui évoluent. Il y a des gens, des fois, qui, au lieu de passer par les chemins traditionnels pour programmer, bien, des fois, on trouve d'autres façons de faire aussi. Et donc, il s'est questionné beaucoup sur
comment est-ce qu'on apprend? Et puis lui, sa théorie, puis encore une fois, on est en sciences humaines, c'est qu'il s'est dit qu'on apprend en faisant des liens entre ce qu'on sait déjà, les informations qu'on a déjà stockées en nous, et les nouvelles connaissances. Alors, on pense qu'on sait quelque chose, puis on apprend des nouvelles choses, puis on fait des liens. Puis c'est ces liens-là qui nous permettent finalement de dire, OK, là, ça va là-dedans, puis etc. Ça n'empêche pas de faire des nouvelles choses, mais même des nouvelles choses, des fois, on fait des liens aussi avec des choses qui sont similaires ou qui sont parallèles, etc. Et donc, c'est une façon de voir l'apprentissage, c'était sa façon. Et lui, comment il a appelé ça, ou est-ce que c'est vraiment intéressant, c'est qu'il a appelé ça aussi la construction de sens. Alors, ce n'est pas juste l'apprentissage, c'est la construction de sens. Donc, certains appellent ça apprendre, lui, il a appelé ça plus loin, la construction de sens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à Jacques Mézières. Lui, il n'appelle pas ça apprendre nécessairement, c'est la construction de sens. Comment un individu va construire le sens. Et pour lui, la construction de sens, c'est quoi? C'est le résultat de ce processus. Alors, on a des choses en dedans, des nouvelles connaissances qui arrivent, et là, on construit son sens. Et ce qu'il a dit, c'est que les gens, quelque chose que tu retiens bien, quelque chose que tu maîtrises bien, bien, tu maîtrises mieux quand c'est en toi. Donc, le sens se trouve davantage dans toi que dans l'extérieur. Ça veut dire ce que tu as réussi à faire des liens, etc. Bien, pour toi, je vous donnerai toutes mes diapos aussi, parce que surtout aujourd'hui, il y en a plus qui défilent que les deux autres rencontres qui sont prévues. Mais là-dessus, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner ça aussi. Donc, l'idée, c'est que le sens, il va se retrouver plus chez les apprenants, on parle, que dans des formes extérieures. Et donc, ça va influencer éventuellement le comportement, les façons d'être et d'agir, etc. Et donc, comment ça se valide, ce sens-là, ou cette construction de sens qu'il appelle? Bien, ça se valide avec des nouvelles connaissances, avec des expériences. Et là où c'est vraiment intéressant, et particulièrement avec le numérique, ça se valide aussi à travers les interactions avec les autres. Alors là, le numérique, qu'est-ce que ça fait actuellement? Bien, ça favorise beaucoup les interactions. Donc, on construit son sens à travers les interactions avec d'autres personnes et donc dans un monde technologique, ça prend encore plus de sens. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'apprentissage ou l'idée de faire sens de quelque chose, bien, comment est-ce qu'on fait sens? Bien, on fait sens comment? La construction de sens, ça se passe quand on fait des liens entre ce qu'on a et les nouvelles connaissances et avec les autres, avec cette validation sociale aussi. Et je vais vous expliquer un peu les phases de son approche-là. Donc, il est dans une perspective, on va dire ça, constructiviste de l'apprentissage, où est-ce qu'on construit sa connaissance. Là, vous allez dire, peut-être que dans ma matière, ça ne s'applique pas bien. On va y revenir très rapidement. Donc, 70, quand il présente la première fois sa théorie, bien, ce qu'il dit en plus, qui est vraiment intéressant, c'est d'amener des personnes, des apprenants adultes, et vous travaillez avec des apprenants adultes à la Cité, à transformer leur perspective. Parce qu'il dit, des fois, les gens, ils arrivent avec des perspectives qui sont fausses. Et là, je ne sais pas si ça s'applique à toutes vos disciplines, mais je me dis, est-ce que vous avez des étudiants qui arrivent dans vos domaines avec des conceptions qui sont erronées, qui font en sorte que ça ne marche pas? Alors, moi, j'ai plusieurs exemples, mais je ne sais pas si ça arrive dans vos domaines respectifs. Je ne peux pas prétendre être spécialiste de tous vos domaines. Puis là, quand je parle d'étudiants, si vous travaillez dans d'autres domaines du collège ici, il y a peut-être aussi des collègues avec qui vous travaillez qui arrivent avec une conception erronée, par exemple. Et je ne sais pas si vous auriez des exemples. Et je sais qu'au début, c'est un peu plus compliqué de trouver des exemples comme ça, mais est-ce qu'il y en a qui arrivent, par exemple, avec des perspectives qu'on aimerait changer comme formateur? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des exemples. Oui? Bien, mettons, je vais vous donner un exemple. Moi, en santé, quand j'étais petit, on m'expliquait que le cannabis, c'était pas bon. Et actuellement, je regarde ça à la télévision, là, on veut légaliser ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a toujours montré des choses qui étaient fausses à l'école. Non, mais je donne un exemple très concret, là. Par exemple, pire que ça, quand j'étais jeune, mon enseignante du primaire a fumé en classe. Alors, et là maintenant, écoutez, imaginez-vous, là, concevoir ça qu'une enseignante fume en classe avec ses élèves, ça n'aurait même pas d'allure. Mais moi, mon enseignante au primaire, elle avait un cendrier dans sa classe. Mais ce n'était pas la seule, là. Elle n'était pas méchante. Tout le monde, toutes les enseignantes, je suis certain que vous êtes allés à l'école, là, vos enseignantes, il y avait des... Et donc, parce qu'au début, on ne se posait pas de questions. Puis là, maintenant, écoutez, sur la cigarette, on est craqué. On ne peut même pas imaginer voir quelqu'un fumer dans un restaurant. Mais
changer de pays. Vous allez voir ça. Vous dites, coudoncs, ils sont impolis en Chine. Mais non, ils ne sont pas impolis en Chine parce que là-bas, ben, tout le monde fume dans les restaurants, par exemple. Oui? Moi, mon domaine, c'est justice pénale. Ah ben, Je serais pas OK. les conceptions au niveau des prisons, des détenus, le rôle des agents correctionnels, même pour les sentences. Je demandais des fois aux étudiants, c'est quoi la sentence maximum que quelqu'un peut avoir au Canada? Ils me disaient tous, avec conviction, que c'était 25 ans. Donc, beaucoup, beaucoup de... Mais ça, ils prenaient leur sens dans les émissions, dans ce qu'ils entendaient dans leur famille. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, je ne sais pas, dans votre domaine? Oui, derrière. Ah, voilà. L'autre moitié était dans mon poche. L'autre moitié. Et donc, des fois, on veut comme un peu déconstruire ça aussi, là. Non, mais il y a plein d'exemples dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si dans vos... Mais un exemple de... Mais non. Puis il y a déjà sa conception. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est-tu vrai, c'est ça? Moi j'ai toujours pensé que c'était vrai, en plus. Jusqu'en 1928, à peu près, les batteries étaient faites en 7. OK. Ah. Ah. OK. Fait que là, c'est là que la construction se faisait en béton. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 100 ans que c'est pas le cas. Bon. Non, mais non, mais vous l'avez bien décrit. Mais ce qu'il dit, l'idée de l'apprentissage transformationnel, c'est que quand on arrive, puis là, je vais vous amener là tranquillement, quand on arrive à amener ces étudiants à déstabiliser des mythes comme ça, puis des fois, là, ça ne se coupe pas au couteau. Bon, le mythe de la batterie, moi, j'étais sûr que c'était vrai, on me dit que c'est pas vrai, ça s'arrête là. Mais des fois, il y a des nuances, comme, ça ne veut pas dire que, là, si on prend l'exemple du cannabis, je vais en reparler tantôt, ça ne veut pas dire que c'est bon tout le temps, nécessairement, il y a comme des nuances. Fait que là, dans ma tête, je me suis fait une idée, OK, c'est pas bon dans certains contextes, c'est pas bon l'abus, c'est pas bon chez les jeunes, mais dans certains contextes, dans le cadre, peut-être que là, il y a des biens. Et donc, on peut mettre des nuances. C'est pas toujours tranché comme ça, comme l'histoire de batterie. Mais ce qu'il a montré, c'est que quand tu amènes des apprenants à réfléchir comme ça, puis à questionner leurs croyances, puis des fois, il y en a qui ne changeront pas d'avis, puis ça peut être correct aussi parce que... Mais ils deviennent meilleurs apprenants en plus. Meilleurs apprenants, plus critiques et plus engagés. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont montré que l'apprentissage transformationnel, ça va éventuellement avoir un impact sur la motivation des apprenants. Et ça, je me dis, ah, ben c'est intéressant. Des apprenants qui apprennent plus, qui apprennent et qui retiennent mieux et qui seraient éventuellement engagés. Mais vous allez voir, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on veut donner sens à son apprentissage et comment on donne sens? Ben, quand on arrive à les amener à transformer certaines perspectives et on leur explique pourquoi et ça prend du temps et ça prend de la réflexion, surtout des perspectives qui sont problématiques, mais par exemple l'histoire de la batterie ou l'histoire des perceptions erronées qui ont par rapport au système carcéral, etc., bien, là, à ce moment-là, ils deviennent de meilleurs apprenants, pas juste pour ce domaine-là, mais de meilleurs apprenants en général. Et donc, l'idée aussi, c'est de les amener à transformer leurs perspectives initiales, mais par rapport à des situations qui sont problématiques, mais à avoir des perspectives soit nouvelles, soit plus différenciées. On voudrait des nuances, par exemple. Et ça, pour un apprenant dans le domaine médical, j'imagine que c'est important. En informatique, je suppose aussi que c'est important. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que quand on a réussi à transformer leur perspective, bien là, les apprenants, ça va guider leurs actions futures et ils vont devenir plus engagés. Maintenant, ce que je vous présente là, c'est un grand concept théorique. Et je vais essayer d'y aller avec des exemples plus pratiques, notamment avec les étapes. Ce qu'on veut aussi, c'est que les apprenants, ils soient conscients d'où ça vient, ce mythe-là. Le mythe de la batterie, le mythe du cannabis, etc. Ça vient d'où? Comment tu as appris ça? Donc, on doit leur montrer comment
Comment tu as été amené à penser ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, ben, on va prendre l'exemple de droit. Ben, en droit, il y en a plein qui ont vu de films de firme, puis là, ils s'imaginent là, la grosse auto, le grand truc, puis là, ils vont faire des grands débats télévisés. Ben, c'est pas comme ça le droit au début. Non, 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 au début, là, c'est pas ça du tout. Tu fais des photocopies pour un bureau d'avocat, puis il y en a pour 5 ans. Non, mais c'est à peu près. Là, ils sont là, ben voyons donc, c'est pas ça que j'ai vu à la TV. Non, c'est parce qu'à la TV, ils ne vont pas te montrer ça. Et donc, il y a plein de conceptions comme ça qu'on tente de défaire. Et donc, l'idée, là, c'est si on veut que l'apprenant devienne un meilleur apprenant, on doit chercher à confronter qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il pense savoir, et on doit créer des situations comme ça, puis vous allez voir, ce n'est pas simple. Donc, on veut l'amener à modifier ses anciens points de vue, ses valeurs ou ses croyances. Et là, il faut trouver des contextes où ça se présente. En automobile, il y en a peut-être. Est-ce qu'il y en a dans tous vos domaines? Bien là, aujourd'hui, là, on va regarder ça tranquillement, puis mon objectif, c'est quand on se revoit dans quelques semaines, que là, vous ayez réfléchi, qu'est-ce que je pourrais trouver, où est-ce que je voudrais amener mes apprenants à modifier leurs croyances plus tard. Moi, c'est là où je vais vous amener, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit à ça, mais la prochaine fois qu'on se voit, est-ce qu'il y a des situations qu'on peut faire? Et moi, j'ai plein d'exemples dans mon domaine, mais je vais vous en présenter aussi certains. Mais il y a des situations qui sont problématiques, et je me dis, c'est problématique à cause des croyances qu'ils ont, et je vais essayer de défaire ça. Il y en a qui ont des mythes. Hein. Il y en a qui pensent, puis là, je ne sais pas si vous regardez à la télévision, il y a plein de gens comme ça qui essaient de confronter. Puis ces gens qui confrontent les croyances, ça dérange. Hein. Je ne sais pas si vous regardez des fois le pharmacien, par exemple, ici. Là, il déconstruit toute la patente sur les produits naturels, que c'est bon, etc. Puis lui, il va interroger des médecins pour montrer que ça, c'est un mythe. Là. C'est pas vrai que le jus de pamplemousse, c'est bon pour ton foie, puis je ne sais pas qui. Non, il dit c'est du sucre avec ça, c'est bien mieux de manger un pamplemousse. Puis que là, tous ceux qui buvaient du jus de pamplemousse chaque matin, ils se disent ah mon Dieu. Mais il dit à la fin que c'est quand même mieux du jus de pamplemousse que de boire un coke le matin. Mais donc, fait que là, ceux qui sont en santé, ils sont embêtés par lui. Mais il y a beaucoup de médecins qui ont pris la parole pour le défendre en disant il dit bien, il déconstruit les croyances qu'on a. Parce que ce n'est pas vrai que le foie, c'est une éponge qui a besoin d'être soignée. Non, non, le foie n'a pas besoin de soigner, il est fait pour vidanger. Fait que le foie, c'est son rôle. Etc. Donc, plein de choses comme ça. Et comment on fait ça? Bien, on présente des nouvelles perspectives par l'expérience d'apprentissage. Et donc, Mézirov, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait que les apprenants, puis c'est pour ça que je vous dis, nos voisins du Sud, des fois, ça a pu leur manquer un petit peu, il voudrait qu'ils deviennent critiques et conscients de leur propre stratégie. Comment est-ce que j'ai commencé à penser que c'était bon? Bien, parce qu'il y avait plein d'annonces pour dire qu'il y avait 4 groupes alimentaires, par exemple, et que manger des fruits et des légumes, c'était bon, et que finalement, de là, on a compris que boire du jus de pamplemousse tous les matins, c'était supposément bon, etc. Puis là, on a pensé que le jus est devenu bon. Mais les études montrent que le jus, je ne dis pas de ne pas en boire, mais le jus, c'est pas bon pour la santé. Et ce qui n'est pas bon, c'est trop de jus parce qu'il contient beaucoup de sucre, même si les sucres viennent du fruit, etc. Et donc, on est conscient comment on a appris ça, et là, on essaie de nuancer tout ça, puis on est conscient de son processus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'au cours du processus d'apprentissage transformationnel, quand on veut mettre ça en place, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se base d'abord sur qu'est-ce qu'on sait déjà. Et là, le prof arrive avec une situation qui vient nous déstabiliser. Et ça embête profondément. Donc, votre élève, votre étudiant, il s'appuie sur ce qu'il avait avant. Puis, vu votre objectif, c'est de l'amener ailleurs. Pas, comme j'ai dit, ça ne se coupe pas toujours au couteau. Des fois, il y a des nuances. Mais en même temps, l'idée, c'est de l'amener à développer une interprétation modifiée, à l'amener à devenir un apprenant qui soit plus critique et un apprenant qui va être bon éventuellement pour apprendre à apprendre. Donc, on veut un apprenant qui développe une interprétation éventuellement plus évoluée, plus critique, plus modifiée. Et donc, l'apprentissage transformationnel, bien, le mot le dit, c'est quoi? C'est amener les apprenants à changer de perspective. Et là, j'ai un premier exemple pour vous, pour faire rire un petit peu. Je vais vous poser une première question. Et donc, mon but, là, c'est de vous faire changer de perspective. Donc, c'est un piège, je vous dis tout de suite. Pour ou contre les réseaux sociaux? Dans la vie, on ne parle pas à l'école, hein? On ne parle pas à la cité, on parle dans la vie tous les jours. Qui est-ce qui serait contre les réseaux sociaux? Hein? Soit vous êtes gêné, fatigué, mais on va dire qu'il y en a un derrière qui est contre, OK? Mais il y a beaucoup de recherches qui ont montré que
Les individus maintenant, puis là, c'est ce que je vous dis, c'est tout à fait vrai, avec les réseaux sociaux, je parle dans la vie quotidienne, je ne parle pas en éducation. En éducation, je vous ai montré qu'il y avait des avantages, j'y crois toujours, mais ils disent que les gens, ils sont devenus un petit peu, pas vous les autres, évidemment, ils sont devenus un petit peu esclaves des réseaux sociaux, puis ils disent que leur vie, elle est trop normalisée par ça. Mais là, je vous ai dit ça après le vote. Mon vote, c'était pour vous piéger. L'apprentissage transformationnel, pour déstabiliser l'apprenant, si tu le pièges, c'est une façon de le déstabiliser. J'ai fait un vote, j'étais convaincu que j'aurais 90% des gens qui étaient pour. Bien là, il y avait un monsieur, soit il voulait être gentil avec moi, il a levé la main, ou soit il était vraiment contre. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a dans votre travail, dans votre profession, dans ce que vous faites, est-ce qu'il y a des contextes où est-ce que vous aimeriez que vos apprenants, ou les gens avec qui vous travaillez, ça dépend de ce que vous faites, est-ce que vous aimeriez qu'ils changent de perspective? Et c'est là où l'apprentissage, parce que le but de l'apprentissage transformationnel, c'est d'amener les gens à changer de perspective. Et je me dis, une des choses qu'on doit faire, c'est vraiment de s'assurer qu'on voudrait que les gens changent de perspective. Si vous avez des apprenants, tout est beau, vous ne voulez pas qu'ils changent de perspective, on oublie ça. Et puis moi, je peux vous raconter plein d'autres exemples aussi. Mais donc, est-ce qu'il y a des facettes, puis ce n'est pas partout, là, est-ce qu'il y a des facettes dans votre travail où est-ce qu'on voudrait que les apprenants changent de perspective par rapport à un volet? Allez-y, juste quelques exemples. Apprenant des collègues, peut-être. Oui, tout à fait aussi. Moi, je dirais, parce que je travaille dans ce dossier-là, puis j'essaie d'intégrer beaucoup la créativité dans les cours. Je pense que c'est mal compris, peut-être mal aussi perçu, mais juste incompris. La question de la créativité, c'est perçu comme étant Pas très fort. l'art, faire de l'art. OK. Être bon en art ou OK. faire des œuvres d'art, je ne sais pas trop. Et moi, j'aimerais démystifier ça pour parler de prendre des risques, c'est plus un mode de vie, ouverture d'esprit, OK. collaboration, etc., etc. Puis, je travaille là-dessus dans mes cours, avec mes étudiants. Quand le mot créativité vient dans mon vocabulaire, dans mes discours, je veux qu'ils tranquillement. Fait que c'est pas associé à votre champ qui est le design intérieur, c'est ça? Oui, Design. graphique, déco. Puis il associe ça à l'art, mais pas. C'est ça. OK. Moi, je veux les amener à développer plus d'ouverture pour aller plus loin, puis se questionner. Bien, moi, votre exemple, je le trouve très, très bien. Il est lié un tout petit peu à la prochaine diapo que j'ai. Moi, je travaille dans le numérique, puis j'ai beaucoup de collègues qui, pour eux, le numérique, là, c'est toutes des bébelles. Tu sais, le but, là, ça ne sert à rien, là, ça fait juste cool, mais en vérité, ça ne fait pas apprendre plus. Et donc, c'est ça un peu l'apprentissage transformationnel. Ça peut être pour vos étudiants, ça peut être pour des collègues aussi, des fois. Puis je suis certain qu'il y a d'autres exemples parce que il y a des choses qu'on aimerait changer des fois dans la perception que les gens ont de quelque chose. Et moi, je sais qu'avec le numérique, et ça, c'est une caricature qui reflète bien aussi l'apprentissage transformationnel, c'est le vieux monsieur qui dit « Ah, dans mon temps, il n'y avait pas ça, toutes ces bébelles-là, les iPads, les calculatrices, les tableaux. On avait un bout de crayon, une efface et un cahier. » Puis le petit garçon qui dit à sa copine, il dit « Ben, mon grand-père, il explique pourquoi il a lâché l'école à 14 ans. » Non, mais ça montre les différences de perspective comme ça. Mais je ne sais pas si... Alors, merci pour votre exemple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ce que vous faites, dans votre travail, avec vos collègues, avec des étudiants, des fois, de changement de perspective qui viennent à l'esprit? Je sais que c'est dur au début. Allez-y. Moi, en informatique, je sais que quand j'ai des étudiants d'état 1, ils arrivent chez nous souvent avec l'intention de programmer la prochaine application qu'ils vont vendre à 1 $, sur iTunes, ils vont devenir millionnaires et ils ont l'impression que c'est facile parce qu'il y en a beaucoup. Une des choses que je dois les sensibiliser le plus rapidement possible, c'est que même des choses qui ont l'air simples en informatique sont très complexes à programmer. Et je leur montre assez rapidement du code source d'applications qui sont vraiment impressionnantes, avec lesquelles on ne peut vraiment pas devenir millionnaire. Je leur montre comment complexe que le code. Cette espèce de mythe qu'on va développer l'application. Ils veulent tous être des Mark Zuckerberg, puis faire Facebook, puis faire fortune rapidement aussi. Non, mais ça, c'est intéressant aussi. Puis leur montrer que des fois, c'est la petite pointe qui va devenir ça. Bien, ça, c'est un bon exemple aussi Et puis, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout à déconstruire au complet. Des fois, ça peut être certaines facettes de votre travail qui peuvent amener vers ça. Et donc,
il faut réfléchir à ça, parce que si on veut faire ça dans sa classe, à un moment donné, ou dans sa classe, ou avec ses collègues, ou dans son travail, il faut changer. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer? Bien, vous montrez que la créativité, ce n'est pas juste du domaine de l'art. On peut être créatif aussi en design, architecture, exactement. On peut être créatif dans d'autres contextes, par exemple. Puis là, l'exemple que j'avais pour moi, bien, le numérique, ce n'est pas juste des bébelles. C'est pas vrai. Ça fait apprendre plus, il y a de la réussite scolaire, etc. On va juste passer à autre chose. Pourquoi l'apprentissage transformationnel? Bien, à l'époque de Mézirow, il disait, ce qu'il disait mot pour mot dans les années 70, il dit parce que les gens sont de plus en plus en contact. Imaginez-vous avec les réseaux sociaux, etc., actuellement. Là. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est que la connaissance, elle se construit, mais elle se construit avec aussi la vie des autres, avec l'opinion des autres. Donc, on voit quelque chose passer, on fait des liens avec ce qu'on a à l'intérieur, etc. Puis moi, je vous dis, ça prend une signification particulièrement importante dans notre contexte actuel, où est-ce qu'on regarde, par exemple, les nouvelles fausses dont on entend parler sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, cette idée que la connaissance se construit avec les autres, c'est important. Mais si on veut être certain que vos apprenants soient des apprenants critiques, bien, il faut les amener à réfléchir sur comment tu apprends autour de ça. Et l'idée des fausses nouvelles, c'est vraiment bien. Je fais juste une parenthèse pour vous dire pourquoi c'est particulièrement important l'apprentissage transformationnel dans un monde technologique comme aujourd'hui. C'est parce que, j'ai parlé des fausses nouvelles, mais il y a beaucoup d'autres choses. Si vous êtes en informatique, avant le Web 1.0, là, c'était compliqué de mettre du contenu en ligne. Vous êtes prof de peu importe, là, mettre quelque chose en ligne, c'était dur, c'était lourd, c'était réservé à certaines personnes. Donc, le contenu en ligne, il y en avait très peu, puis souvent, il y avait eu beaucoup de validation, etc. Le Web 2.0, c'est quoi? C'est que tout le monde peut mettre ça en ligne, ça prend quelques secondes, puis il y a des gens qui écrivent plus ou moins n'importe quoi. Et donc, le Web 2.0, ça facilite tout ce partage d'opinions qui vont dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est important d'aider vos apprenants à se faire, en tout cas, à mieux comprendre comment ils apprennent, comment ils développent leurs connaissances et à faire attention, mais ça ne veut pas dire non nécessairement à tout ce qu'on voit en ligne, mais c'est les amener à prendre conscience de, OK, là, je suis influencé par ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, et qu'est-ce qui m'influence et qu'est-ce qui ne m'influence pas. Donc, le Web 2.0, ça facilite beaucoup, en tout cas, à la fois l'apprentissage social, mais il y a un risque derrière tout ça. C'est que le risque, c'est que finalement, avec le Web 2.0, par exemple, bien, les fausses nouvelles, si on n'est pas critique, bien, on peut croire tout à fait n'importe quoi. Et donc, là-dessus, il faut faire, en tout cas, il faut être prudent. Et on peut, c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage si on n'est pas critique. Et je me dis, l'apprentissage transformationnel, moi, je regarde dans mon domaine, bien, c'est important parce qu'on veut amener les gens à réaliser que les technologies, ce n'est pas vrai que c'est juste une bébelle, ça peut participer à la réussite, qu'on peut apprendre plusieurs choses. Je travaille avec des futurs enseignants. Je veux leur montrer qu'il y a des mythes aussi. Ce n'est pas vrai que l'élève aime ça les mathématiques. Non, il n'aime pas ça les mathématiques en partant, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, vos élèves en mathématiques, est-ce qu'ils aiment ça en partant, toutes les maths au complet? Très peu, hein? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer leur perspective? Est-ce que les mathématiques, ce n'est pas vrai que c'est toujours nécessairement plate, il y a des choses intéressantes. Donc, et il faut partir de ça pour comprendre. Donc, il faut trouver des situations où est-ce qu'on a besoin de changer des perspectives chez nos étudiants, chez nos apprenants, chez nos collègues. Et ça, c'est particulièrement important. Si je décortique un peu plus les phases de l'apprentissage transformationnel, puis je les décortique et je vous présente un exemple pour chacune des phases. Il y a 7 phases, mais comme je vous dis, il ne faut pas vous en faire sur le nombre de phases. L'idée, là, puis il y a plusieurs façons de voir ça. Moi, j'aime bien la façon où est-ce qu'on confronte les gens avec une situation qui les déstabilise un tout petit peu, puis j'en ai d'autres exemples pour vous, et on les déstabilise un peu, on les amène à réfléchir, puis on les amène à développer une autre perspective qui n'est pas complètement différente, qui est peut-être une évolution, mais ça, je trouve que en tout cas, décortiquer l'apprentissage transformationnel en 7 phases, pour moi, je trouve ça intéressant. Numéro 1, dans les 7 phases, il faut un élément déclencheur. Ou ça peut être parfois une série de petits événements qui va provoquer bouleversement, c'est un grand mot, mais qui va venir embêter les gens dans les croyances. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire, etc. et tout, mais qui va venir embêter les gens dans leurs croyances. Alors, l'événement déclencheur, ce n'est pas simple.
Et puis là, vous allez me dire, dans mon domaine, comment je fais pour trouver un événement déclencheur? Bien, des fois, ça peut être une série de petites choses, des fois, ça peut être quelque chose de plus gros, des fois, ça peut être des exemples, des anecdotes. Puis vous allez voir sur Internet, il y a énormément de ressources, des fois, pour nous aider, en tout cas, à trouver ça. Donc, il faut penser à un événement déclencheur, si vous êtes enseignant, ou une série de petits événements, parfois, qui vont provoquer, qui vont déstabiliser les gens. Et, vas-y. Tout à fait. Mais moi, je vous envoie tout de suite dans la présentation des phases avec un exemple concret en parallèle. Donc, numéro 1, là, un événement déclencheur, une série d'événements. Bien, moi, j'ai vu un reportage à la télévision sur les bienfaits de l'usage du cellulaire en classe. Là, je me suis dit, que c'est ça, j'étais sûr que ce n'était pas bon, etc. Et tout. Et donc, petit événement déclencheur lié à mon domaine. Et là, je prends conscience de mes présupposés, c'est la deuxième étape. Donc, il y a un événement déclencheur, ça me déstabilise. Je dis, comment ça, le cellulaire, c'est bon? En vérité, c'est le contraire qu'on a vu dernièrement à CBC, mais moi, je vais vous inviter à aller voir ce qui est dans votre journal, ici dans la région, en anglais. Il va y avoir un reportage sur les téléphones cellulaires en classe pour montrer qu'il y a des bienfaits aussi, il n'y a pas juste des aspects négatifs. Mais donc, un reportage, ça vient ébranler, mettons, je suis enseignant traditionnel, les cellulaires, c'est pas bon, c'est banni, c'est interdit. Là, je vois un reportage qui dit que c'est bon. Je dis, moi, tu as dit, comment ça se fait, etc. Et donc, l'individu prend conscience de ses présupposés qui ont été remis en question par la situation. Et ce que je me dis, j'étais certain que ce n'était pas bon en classe. Donc, je prends conscience. Je n'ai pas changé d'opinion, je fais juste prendre conscience de mes présupposés qui n'étaient pas, en tout cas, qui ne collaient pas avec ce que j'ai vu comme événement qui m'a déstabilisé. Bien, l'idée ensuite de ça, et ça prend un certain temps, j'examine mes présupposés, hein, et donc l'idée, c'est d'amener vos étudiants à réfléchir, ou vous-même, et des fois, le vivre soi-même, ça peut aider aussi à le mettre en place. Bien, d'où ça vient, mes présupposés? C'est quoi l'origine? Comment ça se fait que j'ai toujours pensé que ce n'était pas bon? Bien, moi, je me suis dit, bien, c'est le règlement, c'est interdit. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est de là où ça vient. Et l'idée ensuite de ça, la quatrième étape, c'est d'amener l'apprenant à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et l'événement déclencheur permet d'amorcer une discussion autour de ça, par exemple. Peut-être que c'est bien. Puis peut-être que c'est bien, pas tout le temps, mais peut-être que c'est bien dans certains contextes. Et la cinquième étape, c'est d'explorer les nouvelles perspectives en lien avec mes anciennes perspectives pour voir, OK, est-ce que, je ne peux pas dire que j'avais tort tout le temps, est-ce qu'il y a des contextes où c'est bien, par exemple? Et on pourrait transposer ça, par exemple, j'ai parlé du cannabis tantôt, bien, on pourrait transposer ça de la même chose. Est-ce qu'il y a des contextes où c'est bien? Et l'idée, c'est de réviser mes présupposés. C'est ça l'apprentissage transformationnel. Au début, j'avais une conviction, c'est pas bon, cannabis, cellulaire, peu importe. Et finalement, à la lumière de ce parcours, bien, là, je me dis que c'est peut-être bien dans certains contextes. Peut-être bien parce qu'il y a des études qui ont montré que c'était bon, etc. Et la dernière étape, il ne faut pas juste changer sa façon de penser autour de ça, c'est finalement de se mettre en action. Ça veut dire, en lien avec ça, en classe, dans certains contextes, je vais permettre l'usage. Pas tout le temps, dans certains contextes. Et donc, l'idée de l'apprentissage transformationnel, c'est cette étape, c'est qu'on veut changer la façon dont quelque chose est perçu. Et je vous ai parlé de 7, il y en a qui mettent ça en 4. Mais le concept, c'est, tu as un élément déclencheur, et là, tu te mets à réfléchir de façon critique autour de ça. Tu évalues le pour, le contre, et comme je vous dis, ce n'est pas comme l'histoire de la batterie. Ça peut être comme l'histoire de la batterie où là, tu étais complètement à côté de la traque. Puis, il y a plein d'exemples comme ça où est-ce qu'on pense des choses et finalement, on se rend compte que ce n'était pas bon. Dans le domaine de la santé, il y avait beaucoup d'études qui disaient que le nouveau-né, il faut le mettre sur le dos. Après ça, on a dit sur le côté. Après ça, à plat ventre. Et puis là, finalement, on se rend compte que ce n'est pas aussi tranché que ça, la question. Il y a des études sur les vaccins qui disent « Ah, les vaccins, ce n'est pas bon ». Et donc, il y a eu plein d'événements. Et l'idée, ce n'est pas d'être à gauche ou à droite, c'est de devenir plus critique et d'apprendre à évaluer diverses sources en lien avec ce qu'on croit. Et ça nous amène à devenir un meilleur apprenant. Donc, ce qu'on veut avec ces apprenants, ces étudiants, c'est il y a quelque chose que tu crois, peut-être parce que tu l'as appris, peut-être parce que c'est tes convictions, mais on voudrait les déstabiliser un peu par des petites choses ou par des choses plus importantes. On voudrait les amener à changer de perspective. C'est ça l'apprentissage transformationnel. Et comment on les amène à changer de perspective? Bien, tout ce processus que j'ai mis en 7 étapes, ça ne se passe pas tout seul.
Alors, en classe, par exemple, ou avec des collègues, il faut faire une activité où est-ce qu'on va les amener à échanger, on va les amener à échanger sur leur perspective. Et on va regarder tout à l'heure certaines activités pédagogiques qui peuvent, en tout cas, particulièrement aider à ça. Et juste avant qu'on poursuive plus loin, moi, je peux vous dire tout de suite une chose, est-ce que c'est pour tous? Bien, ce n'est pas vrai que c'est pour tous les apprenants. Essayez pas de faire ça au primaire, ce n'est pas évident, moi, je pense. Au secondaire, ce n'est pas évident. Puis Jacques Méziroux, il a dit que c'est à partir du jeune adulte qu'on peut commencer à faire ça. Puis, à un moment donné, il a évolué dans sa théorie parce qu'il a fait ça de 70 jusque dans les années 90. Il a même dit plus tard que ce n'est pas juste qu'on peut faire ça, il dit on doit faire ça chez les jeunes adultes. Il faut les amener à ce qu'ils deviennent des apprenants critiques, pas des apprenants qui croient tout comme ça. Donc, lui a dit que c'était essentiel si on veut avoir de meilleurs apprenants. Puis je vous dirais, dans un contexte où ça évolue la société, dans tous les domaines que vous avez cités, peut-être que d'avoir des apprenants qui deviennent plus critiques, c'est important. Est-ce que c'est pour tous? Ce n'est pas pour tous. Et est-ce que tout le monde est capable de changer de perspective? Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut amener vos apprenants, vos collègues, à réfléchir de façon critique, en regardant les pour et les contre, l'idée de dialectique, c'est on regarde à gauche, à droite, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ça exige un haut niveau de réflexion. Et c'est pas, même chez les adultes, ce n'est pas tout le monde qui arrive à développer ça. Donc, ce n'est pas vrai que c'est accessible. C'est juste pour qu'on soit conscient qu'au début, il faut faire ça peut-être très petit comme activité en salle de classe parce qu'on n'arrivera pas du jour au lendemain à ce que vos apprenants deviennent critiques, etc. Et tout. Donc, on peut commencer par des petites choses, puis éventuellement, peut-être que ça va s'installer. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné, mais pour que ça marche, il faut que l'apprenant amorce une démarche réflexive. Si l'apprenant ne se met pas à réfléchir, là, à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc, vous, comme dans le domaine de l'éducation ou dans votre travail, il faut vraiment amener les apprenants à réfléchir, à se poser des questions et à devenir meilleurs aussi dans cette réflexion. Parce que des fois, on prend des choses pour acquis et là, l'idée de commencer à se questionner, on se dit, OK, peut-être que là, j'avais tort, peut-être que là, finalement, on se rend compte que si, etc., etc. Donc, on veut les amener à être meilleurs dans cette capacité d'introspection qui est nécessaire à la réflexion critique. On peut appeler ça de l'ouverture d'esprit, de l'empathie. C'est les qualités qui sont associées parce que pour Mézirow, il dit que c'est très important d'avoir une grande empathie, puis lui, il appelle ça de l'intelligence émotionnelle, une empathie, une ouverture d'esprit importante. Sans ça, l'apprentissage transformationnel, ce n'est pas possible. Et donc, est-ce que c'est pour tous? La réponse est non. Et ce qui est important dans tout ce processus, c'est qu'il y a des aspects psychologiques. On change la compréhension. Il y a des aspects de conviction personnelle aussi. On révise un peu ses croyances. Et ce qu'on souhaiterait éventuellement aussi, c'est amener les apprenants à ce qu'ils changent leur comportement. Il y a des choses dans la vie qui se sont passées, vous ne vous rendez pas compte, le recyclage. Il y a 30 ans, est-ce qu'on recyclait? On ne recyclait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas la nature, mais non, c'est parce qu'on n'a pas été sensibilisé. Puis là, tranquillement, imaginez-vous maintenant, on verrait quelqu'un, et là, on se sentirait, mais qu'est-ce qui se passe, cette personne? Et donc, on a réussi à faire changer votre perspective. Ça a pris du temps par diverses choses. Je ne sais pas si vous regardez, des fois, il y a des annonces à la télévision sur la vitesse au volant, l'alcool au volant. Puis il y a des annonces, là, c'est raide, là. Qu'est-ce qu'on... Ben voilà. Texter au volant aussi, c'est vrai, tout à fait. Maintenant, en Ontario, en plus, les amendes ont doublé ou triplé, ou je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Mais on voit des fois des choses, c'est des publicités qu'on appelle choquantes. Bien, les publicités choquantes, c'est quoi? C'est derrière ça, c'est une stratégie de marketing aussi, mais entre guillemets, parce que le but, c'est qu'on texte plus au volant, qu'on ne prenne plus d'alcool. On veut déstabiliser les jeunes, par exemple, qui textent ou qui prennent de l'alcool au volant, parce qu'on leur montre qu'est-ce qui arrive après. Et il y a eu des publicités qui étaient très choquantes. On voyait un jeune adulte handicapé qui expliquait qu'il avait pris un coup, etc. Il a fait un accident. Donc, c'est très triste, c'est prenant, et puis là, ça interpelle. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment déstabiliser pour dire, texter au volant ou l'alcool au volant, tout ça, c'est pas permis. Et l'objectif de l'apprentissage transformationnel, on veut changer les comportements éventuellement. On veut que nos étudiants soient différents. Et l'idée de ça, c'est qu'on veut vraiment pas désorienter l'apprenant, mais on veut vraiment l'amener, en tout cas, le déstabiliser fortement. Et je suis certain que vous avez vu des publicités comme ça. Et ça vient, quand on arrive à trouver de bons exemples comme ça, bien, on est capable
de les amener, en tout cas, à changer. Et donc, on n'est pas obligé, ça n'est pas obligé d'être quelque chose de dramatique toujours, ça peut être aussi plus simple. Et donc, cette résultante, l'apprentissage transformationnel, ça peut être aussi fait par des choses plus petites qui sont faites en classe par un enseignant. L'idée de lire leur texte avant le cours, de choses comme ça. Les étudiants, ils ne lisent pas leur texte. Il y a des études qui ont montré au Canada, peut-être pas à la Cité, mais ailleurs, quand ils ont des textes à lire, ils ne lisent pas. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe, là. Je suis sûr que chez vous, tout le monde lit son texte, hein, c'est ça? C'est ça. Et là, ils ont travaillé fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça? Je ne dis pas qu'ils ont réussi à... Mais l'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les étudiants à lire les textes qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour les provoquer, pour les brusquer, etc.? Donc, ce n'est pas simple, mais il y a beaucoup de recherches qui ont montré que le simple fait de s'acharner puis de tenter de travailler ça, même si les résultats n'y sont pas à court terme, bien, on peut marquer les apprenants pour que plus tard, ils aient cette ouverture au moins à regarder d'autres perspectives. Donc, même si vous ne réussissez pas à court terme, c'est possible que ça fonctionne, en tout cas à plus ou moyen terme. Comment amener ces apprenants vers l'apprentissage transformationnel si vous êtes en salle de classe? Bien, il y a plusieurs choses parce que c'est complexe. D'abord, il faut arriver à mettre plusieurs choses en place dans sa classe parce que ce n'est pas quelque chose qui est très, très simple. Et là, parmi les indicateurs qui fonctionnent, il faut avoir un sentiment d'appartenance. Il ne faut pas que les apprenants aient peur d'échanger dans le groupe, par exemple. Il faut que les apprenants se sentent en confiance en tout cas du groupe, puis il faut offrir des occasions de partager des expériences. Si vous voulez que les apprenants soient transformés, s'il n'y a pas de moment où est-ce qu'on peut confronter les idées puis en parler après, bien, il n'y aura pas de transformation. Et là, l'idée, la prochaine fois, ça va être justement, puis là, j'ai conçu un petit peu des espèces d'exemples, de modèles d'activités qu'on peut faire en classe. C'est quoi les occasions de partager des expériences en classe qui seraient liées à votre matière et qui pourraient amener vos apprenants, par exemple, à changer leur perspective? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en classe pour les amener à parler puis à changer leur perspective? Bien, là, d'abord, déjà, il faut ouvrir la place à faire quelque chose de plus ouvert en salle de classe. Mais je ne sais pas si vous auriez des choses que vous faites ou des idées ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener ces apprenants à changer de perspective en classe? Ce n'est pas simple, là. Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on pourrait faire pour les amener? Ça prend des moments de discussion critique. Il y a des thématiques qui se prêtent plus à ça. Au Canada, bon, dans le domaine de la santé, on en parle beaucoup. J'ai parlé du cannabis tantôt. Il y a l'aide aussi pour les personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Et puis là, récemment, aux États-Unis, il y a une personne anorexique qui a eu le droit au tribunal de ne pas se faire intuber pour manger. Donc, finalement, le tribunal, ce qui lui a donné le droit, entre guillemets, c'est le droit de mettre fin à ses jours d'une façon qu'elle le souhaitait. Mais c'est très complexe, ces enjeux-là. Donc, comment on fait pour amener vos apprenants à transformer? Vous parlez du système carcéral plutôt aujourd'hui. Bien, il faut mettre en place des activités d'apprentissage qui vont permettre aux apprenants d'interroger leurs croyances. Il faut les encourager à faire ça. Et il faut les amener à réfléchir de façon critique. Et l'idée, ce n'est pas de leur dire « ça c'est bien, ça c'est mal », mais de montrer qu'il y a différentes perspectives et comment est-ce qu'on arrive à construire la meilleure perspective. Et ça, cette idée de les faire réfléchir autour de ça, c'est particulièrement important. Et puis, quand on regarde ça, comment on développe notre perspective? Bien, il y a plusieurs facteurs. Et là, je vous montre juste une série de petits exemples autour de ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de publicités des fois qu'on voit qui vont faire appel à ça. Et donc, quand on regarde ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu les publicités de la HSBC. Mais ces publicités-là, à quoi ils font appel dans leur stratégie de marketing? C'est à la théorie de l'apprentissage transformationnel. Tu vois une image, là, il y en a qui vont penser que des bottes, c'est cool, puis ben non, c'est pas cool. Et donc, ils nous amènent, ces publicités-là, puis il y a plusieurs autres exemples, c'est comprendre les différents points de vue, puis regarder où est-ce que tu t'en vas avec ça. Et ils ont plein d'exemples comme ça toujours, où est-ce que tu vois le soleil, puis, pour certains, c'est de l'espoir. Puis quand il mouille, bien, comme maintenant, c'est la déception. Mais il y en a d'autres, selon où est-ce qu'ils habitent, bien, quand il fait beau, c'est la déception. On voudrait de la pluie, etc. Et donc, il y a quand même tous ces éléments-là. Et donc, on peut travailler ça de diverses façons en salle de classe.
La pomme, c'est défendu, c'est recommandé, puis ils ont misé leur campagne publicitaire autour de ça. Et c'est quand même quelque chose, en tout cas, d'intéressant de voir ces différentes perspectives. Mais l'idée de ça, c'est d'amener vraiment les apprenants à, en tout cas, transformer, quand c'est possible, les perspectives. Sur le plan pédagogique, comment on fait pour enseigner ça? Bien, moi, je vous dirais que comment on fait pour enseigner l'apprentissage transformationnel en salle de classe? C'est complexe, là. Bien, dans un cours traditionnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter des faits, des compétences à développer dans le domaine dans vos domaines respectifs, en mathématiques, en santé et tout ce que vous enseignez, en architecture, en design intérieur, etc. et tout. Bien, ça, un cours traditionnel, des faits, des choses, on va se rappeler, puis il faut maîtriser ça, on arrête ça là. Un cours, mettons, traditionnel, motivant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, puis on va lier ça à des intérêts des élèves. Mais un cours transformationnel, et là, il faut comprendre, on n'est pas obligé de faire ça à chaque cours. Qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là? On ne va pas juste présenter des faits, des compétences en lien avec les intérêts. On veut embêter nos apprenants. Et là, comme je l'ai dit, ce n'est pas chaque fois. L'idée, c'est de les embêter, là. On veut les déstabiliser. Parce que le fait de les déstabiliser, on se dit qu'ils vont devenir meilleurs pour tous les faits et pour toutes les compétences qu'ils vont devoir acquérir après. C'est ça qui est derrière la théorie. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. L'idée, c'est vraiment là, les déstabiliser. Pourquoi? Pour qu'ils soient meilleurs pour ce qu'on voudrait leur faire apprendre. Oui? Allez-y. C'est correct. Puis en même temps, là, ça nous permet d'un côté de les amener ou les accompagner à être de meilleurs apprenants. Moi, ce qui me parle là-dedans, c'est que je me dis, à partir du moment que tu es déstabilisé, que là, tu te questionnes sur, mais où j'ai pris cette information-là? Puis comment ça se fait que je pense ça à cause de ça? Est-ce que je pense ça? Puis de commencer à questionner les vérités, les grandes vérités de notre vie. Bien là, ça nous ouvre à d'autres perspectives. Puis ça nous ouvre probablement aussi à participer de façon plus ferme en salle de classe. Et de mieux apprendre en bout de ligne. En vérité, pour caricaturer, là, ils ont fait plusieurs essais dans des cours de mathématiques, par exemple, parce que le fait de faire des petites parenthèses comme ça d'activités transformationnelles, qu'est-ce que ça fait? Bien, les étudiants maîtrisent mieux les contenus. Ils sont meilleurs en résolution de problèmes après, en mathématiques. On parle directement. Et c'est sûr que la parenthèse, les étudiants, ils pensaient que ça n'avait pas rapport. Ils pensaient que le professeur, je ne sais pas ce qu'il a fait hier, c'était bizarre, aujourd'hui sur l'activité en mathématiques, ils n'ont pas tout compris. Mais le fait de faire ces moments différents, où est-ce que tu apprends à t'ouvrir, à te questionner, bien, au lieu d'être, entre guillemets, c'est ce qui déplorait chez les apprenants Méziroff, les apprenants amorphes, qui ne se questionnent pas, qui ne sont pas critiques, bien, tranquillement, on éveille, parce qu'ils disaient qu'ils avaient ça en eux, des fois on peut avoir des doutes chez certains apprenants, mais en tout cas, on éveille leur sens critique et avec ça, avec les compétences et les autres faits qu'ils doivent apprendre, le contenu qu'on doit, bien, ils vont même devenir meilleurs autour de ça. Et donc, ce qu'ils suggèrent, c'est de... Allez-y, monsieur. Bien, là, la question de vitesse, bon, il y a eu des études qui ont montré que oui, par exemple, mais ils vont être plus engagés dans l'apprentissage. Donc, l'intérêt, l'engagement, l'intérêt, l'ouverture et le sens critique aussi. Parce que souvent, on leur dit des choses, je ne sais pas s'il y a un vieux film, puis là, je voulais montrer la vidéo la prochaine fois, la Société des poètes disparus. Où est-ce qu'il leur fait une fausse théorie? C'est quoi un poème? On écrit à gauche. Puis là, tout le monde écrit, prendre des notes, il ne se pose pas de questions. Puis il dit non, ce n'est pas ça l'apprentissage. Il dit l'apprentissage, il faut se poser des questions. Et donc, Méziroff, c'est dans cette perspective-là qu'il s'écrit, dit, si les apprenants se posent des questions, ils vont mieux apprendre. Ils vont apprendre plus vite. Ils vont retenir. Curieux. Puis poser des questions, c'est ça, apprendre aussi des fois. Ce n'est pas juste comme tout absorber aussi comme ça nécessairement. C'était sa vision de l'apprentissage. Et lui, ce qu'il disait, c'est de faire ces parenthèses transformationnelles, peu importe le domaine où ça va aider les apprenants. Puis quand on y pense de seconde, on se dit, regardez, là, ils ont l'air amorphes des fois en mathématiques ou dans vos autres domaines, puis on se dit, OK,
si c'était moins amorphe, il me semble qu'il apprendrait plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et lui, ce qu'il dit justement, c'est que ces situations transformationnelles, où est-ce qu'on prend des petites parenthèses pour les déstabiliser, et là, et je ne dis pas que c'est simple, mais comment on arrive à lier ces petites parenthèses à votre domaine? Et là, c'est tout un défi. Mais est-ce qu'on arriverait à faire ces petits moments ou est-ce que, d'abord, ce que ça va faire dans votre groupe classe, c'est que ça va favoriser l'appartenance. Ils vont dire, votre prénom, c'est? François? Micheline, parce qu'elle a donné son exemple tantôt. Dans le cours de Micheline, là, elle fait des choses étranges, mettons. Là. Non, mais c'est gentiment, hein? Mais ça crée un sentiment d'appartenance au groupe. Et là, Micheline, là, toutes les 3 semaines, elle nous fait faire une petite activité, on ne comprend pas trop pourquoi, mais nous mène à réfléchir. Mais le fait de faire ça, bien, ils vont être plus réceptifs, plus s'engager, comme vous avez dit, pour les autres choses qui seraient plus de base, de contenu qu'on aimerait leur faire apprendre plus rapidement, avec mémoire à long terme, avec un sens critique, etc. Allez-y, Micheline. Je trouve que ça serait important d'amener nos étudiants à oser davantage et donc à prendre des risques. Tout ça, moi, je remarque que ça vient beaucoup du fait qu'il manque de confiance. Bon, il y a de la timidité aussi, mais il y a un grand manque de confiance. Puis, OK, qu'il y a des regroupements et des questionnements en groupe et tout ça, mais l'individu en tant que tel, je trouve que c'est important de travailler l'individu et de dire, de l'amener à se questionner personnellement et dire, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis, toi, qu'est-ce que tu penses de ton concept? Qu'est-ce que tu ferais de différent? C'est bien de travailler en groupe et tout ça, mais j'amènerais aussi la notion d'échec. Qu'on est tellement axé sur le résultat, qu'on oublie le processus, puis on passe vite par-dessus le processus, puis on ne sait même pas comment c'est rendu là. Fait que moi, personnellement, je travaille beaucoup sur comment tu es rendu là, puis je note davantage, je remarque, puis j'amène ça davantage dans nos discussions sur le comment tu es rendu là, pour qu'ils s'arrêtent, qu'ils en prennent conscience, qu'ils en prennent des notes. Ça. Ben, votre idée d'oser, c'est tout à fait lié à ce que Mézirov dit sur l'apprentissage transformationnel. Le rôle de l'enseignant, on veut établir un climat de confiance. Et le climat de confiance, c'est pourquoi? Ben, c'est qu'apprendre, on passe par l'erreur souvent. Et donc, une fois que les étudiants ont appris ça, ben là, ils réalisent que ça fait partie du processus. Et donc, on veut créer une communauté où est-ce que c'est correct des fois de se tromper, c'est correct de partir, mais ça demande du temps tout ça. Mais vraiment, en tout cas, je pense que ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que ces moments d'apprentissage transformationnel, ça peut les aider pour toutes les disciplines que vous enseignez. Pour la prochaine fois où est-ce qu'on se voit, puis on va parler du rôle du professeur et de l'élève aussi après, moi, ce que j'aimerais, c'est que réfléchissez à un exemple de situation qui pourrait déstabiliser vos élèves, vos apprenants ou vos collègues en lien avec ce que vous enseignez. Puis, première chose, puis je vais l'envoyer à Marie-Nathalie, comme ça pourra l'envoyer à tout le monde après. Mais deuxième chose, est-ce qu'il y aurait une croyance qu'on voudrait défaire chez vos étudiants? Donc, 2 éléments. Une chose qu'on aimerait faire pour déstabiliser, puis est-ce qu'il y a une croyance aussi qu'on aimerait enlever, puis qu'on se dit, ça, c'est comme ils arrivent là, ils n'ont pas une bonne conception, c'est pas comme ça, il faut vraiment penser autrement, etc. Mais donc, on va regarder le rôle du professeur, de l'enseignant, on va regarder le rôle du participant aussi, parce que le participant, il doit être aussi engagé, puis ce n'est pas facile, puisque François a dit tantôt, est-ce qu'ils apprennent plus vite? Bien, c'est que ces petits moments de temps qu'on perd, bien, après ça, on va gagner du temps, et là, ça peut être plus vite aussi. Et puis voilà.